Bonjour à toi, cher spectateur. C'est un avion? C'est un oiseau? Non, c'est un nouveau Superman qui sort en 2025, oui, aussi étrange que cela puisse paraître. Il y a encore la possibilité de faire des nouveaux reboots de personnages en 2025. Donc voici la version de James Gunn. L'histoire, comment la résumer simplement? Il y a quelques années, un bébé extraterrestre s'est écrasé sur Terre, a été recueilli par une petite famille. Il y a quelque temps, le personnage de Superman s'est retrouvé à devoir arrêter une guerre entre deux pays. Vous ajoutez à cela qu'il y a peu encore, ce personnage-là s'est confronté à un ennemi qui s'appelle le Marteau de Boravie, qui vient donc d'un de ces deux pays qui était en guerre et qui a décidé de se venger contre Superman. Et au moment où commence le film, Superman vient de se prendre sa première raclée. Et à partir de là, on va voir Superman essayer de s'en sortir, essayer de trouver une solution pour à la fois régler le conflit géopolitique, en même temps, comme d'habitude, essayer d'arrêter Lex Luthor, et peut-être aussi sauvegarder sa relation avec Lois Lane. Je ne vois pas comment mieux vous placer le contexte, parce que c'est littéralement le carton d'introduction du long métrage. Oui, c'est ça. Pas loin. On commence comme ça. Et pour en parler avec moi, l'homme dont le téléphone sonne parce que tu es appelé par certainement Matthew Perry, peut-être. C'est tout à fait... Comment vas-tu? Mais écoute, ça va très bien. Oui. Après un bon Superman. Ah là là. Non, mais ce projet était quand même un peu, je dirais pas une arlésienne, mais c'était un projet assez étonnant de la part de James Gunn parce que il a repris donc les commandes du groupe DC chez Warner avec Peter Safran qui était son grand soutien. Le projet devait pendant un temps être Man of Steel 2, réalisé par George Miller, qui n'a jamais vu le jour puisque donc différent artistique a envie surtout de renouveler l'univers. Peu de temps après, James Gunn a donc réussi le coup d'éclat qui était la Suicide Squad à sa sauce, qui était assez surprenant. Et c'est vrai qu'instinctivement, on lui a donné les commandes de l'univers d'ici et on lui a dit « Vas-y, fais-en ce que tu veux, potentiellement ça peut être très très cool, on ne sait pas ce que tu peux en faire ». À partir de là, il s'est retrouvé aux commandes de ça. Clairement, il avait une vision. Il avait une certaine idée de ce qu'il voulait convoquer. On l'a vu notamment au travers de certains choix qui peuvent être questionnés, notamment l'arrêt du film Bad Girl, qui encore aujourd'hui pose un petit peu problème, même si visiblement le film est quelque part dans un carton. Mais c'est pas lui, ça. C'est Warner, non? Ouais, mais il était déjà aux commandes un petit peu au moment où ça s'est passé. C'est pour des raisons fiscales qu'ils l'ont pas Moi, sorti. j'attends. Pas moi, voilà. je ne sais pas, Tu sais, Hollywood parlera un jour. Je me pose toujours la question de l'artistique quand même au milieu de tout ça. Mais donc du coup, on se retrouve avec ce projet Superman qui est attendu, mais pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Il y en a certains qui attendent le film peut-être juste pour lui cracher dessus. Il y en a d'autres qui sont des fervents défenseurs d'Henry Cavill et de la version de Snyder et qui du coup trouvent que cette version, c'est l'équivalent de quand Andrew Garfield ou Tom Holland sont venus reprendre le rôle de Spider-Man après Tobey Maguire. Voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de contextes, il y a plein de questions à se poser sur l'origine de ce projet. Mais en tout cas, il est là, il sort en salle. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher FX, et que je te demande ce que tu as pensé de ce Superman version James Gunn. Bah écoute, moi je trouve le résultat, l'idée de James Gunn et comment il s'en sort depuis The Suicide Squad, je trouve pas ça très surprenant en fait. C'est ma route habituelle pour l'instant qu'il a fait. Et même dans Superman là, on voit un petit peu certains trucs qu'il aime bien. Mais moi je trouve que dans l'ensemble, il a bien marché en fait. Il a bien fonctionné sur Superman là. Il a plutôt bien bossé. Et il a su justement garder ses marottes pour certains éléments du film et être assez respectueux quand même du matériau d'origine. Peut-être à la différence parfois d'un Snyder, par exemple. Ça peut expliquer aussi. Oui, je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas ce que tu veux dire par là. Non, c'est bien. Ouais. C'est une jolie vision qui nous offre du personnage. On sent qu'il a envie de rendre hommage aux héros de Shuster et Siegel. On sent en même temps qu'il a envie de se détacher des précédentes visions qui ont été offertes aux spectateurs du personnage. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir, il est très loin des versions de Donner, des versions de Lester, de la version de Singer, de la version de Snyder. Enfin, il a vraiment envie d'en proposer une version qui sonne comme plus pop, comme plus réjouissante. Plus comic book en fait. Ouais, plus comic book, c'est ça, c'est très bien résumé. Il a vraiment envie d'en faire une version où on sent que le spectateur, non seulement il va se dire « je passe un bon moment », mais il va se dire aussi, j'ai pas l'habitude de voir une telle vision du personnage qui m'est offerte. C'est ce qui fait que je pense, il y a plein de gens qui sont un peu déconcertés devant le long métrage et qui se disent c'est un peu trop loufoque, c'est un peu trop bariolé, c'est très coloré, c'est un film qui a tendance à en faire un peu des caisses, à revenir à ce côté, oh il y a un monstre en plein milieu de la ville, bon c'est pas grave, rigolons, tant pis, il y a un gros méchant qui est en plein milieu. Oui, moi ce que je pense qui a déconcerté pas mal de gens, c'est qu'on a
une autre vision du super-héros depuis les années 2000. Enfin, en fait, là, on va peut-être rentrer un peu mais dans les détails, mais tu vois, depuis 2001, en fait, depuis le 11 septembre, des destructions de villes, des grosses destructions de villes dans les films hollywoodiens, c'était plus rare. Il y a Avengers qui l'a refait un moment. Mais ça reste quand même, faut que ce soit lourd, faut que ce soit... Ah, t'avais Man of Steel aussi. Hein. Oui, mais justement, c'était pas traité comme ça l'est là. Non, c'est clair. Dans Man of Steel, d'ailleurs, justement, c'est traité comme un énorme traumatisme, qui est d'ailleurs tout le sujet de Batman Superman derrière. Exactement. C'est quand même très lourd, très sombre, etc. Là, la moitié de la ville est partie dans un trou noir à un moment et tout le monde le vit bien, quoi. Enfin, oui, c'est pas mal. Et c'est très comic book, ça, parce que la moitié de Metropolis ou de Gotham qui est en siège, c'est un lundi matin en fait chez eux. Tu vois, ils ont l'habitude. Voilà. Donc c'est vraiment le film le plus comic book qu'on a eu, même chez Marvel. Hein, ils n'ont pas fait plus comic book que ça. Bah non, parce qu'en plus Marvel a l'aspect très accroché à la réalité qui fait qu'ils peuvent pas mettre une distance entre guillemets entre leur univers et le monde dans lequel on est, puisque les Avengers ils sont à New York, alors que l'intérêt c'est que justement un Superman ou un Batman ils sont à Gotham ou ils sont à Metropolis, qui sont certes des représentations de certaines villes déjà préexistantes, mais qui sont quand même des représentations fictionnées. Ouais, c'est des archétypes de villes, quoi, plus que des lieux. C'est ça, donc c'est pas accroché tant que ça à la réalité, ou en tout cas moins que ça ne l'est pour les héros de chez Marvel. Et je pense que c'est ça aussi qui l'amuse, entre guillemets, James Gunn, c'est de se dire, on a un univers, on a une richesse, on a certes une réalité politique qu'on peut acheminer dans cet univers de fiction, mais gardons en tête que c'est un univers de fiction, que ce sont des pays qui n'existent pas, et qu'il faut qu'on s'inspire de ça pour à la fois greffer un peu de réalité, mais aussi simplement s'éclater. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut puiser l'essence du film, c'est de se dire que c'est un réalisateur qui certes va faire des maladresses parce que c'est un univers et c'est un personnage qui est hyper iconique et sur lequel il y a une richesse thématique et dramatique qui fait que il faut à la fois s'accrocher à la réalité, mais en même temps garder les thématiques propres à ce personnage, et en même temps juste s'éclater, quoi. Ouais. C'est très drôle. En tout cas, moi je trouve qu'il a d'ailleurs, c'était celui, je pense, chez Marvel qui avait le plus justement ce côté comic book dans ses films. Les Gardiens de la Galaxie, surtout le premier, c'est très très comic book dans l'âme, quoi. Et là, c'est vraiment pareil. Et je trouve encore plus, on a presque, je peux presque voir les cases parfois. Alors, il y a certains plans, c'est littéralement les cases qui sont j'imagine. Hein. Il y a eu quelques trucs, mais même dans les thématiques, les trucs, sans spoiler, mais les singes, l'infinité de singes qui... Alors, il y a une théorie qui dit que si tu donnes suffisamment de temps à des singes, à des machines à écrire, ils vont écrire du Shakespeare. Et lui, il a dit non, moi je veux juste qu'ils écrivent des insultes sur Internet. Écrivons des Superman à chier. Super à chier. Super à chier. Et du coup, et ça, c'est très comic book dans l'âme, c'est très Grant Morrison dans l'âme si on rentre dans les points très précis des comics. Et il s'est beaucoup inspiré d'un comics qui s'appelle All Star Superman. Et il en a pris vraiment, je trouve, le meilleur. Les meilleures idées, en tout cas les meilleurs concepts. Et il les a adaptés au cinéma tout en étant très comic book. Enfin, moi, je trouve qu'il a un bon feeling. Et si toute la pelletée de films qu'on va avoir d'ici, parce qu'il y a quand même pas mal de projets, même s'ils ne sont pas forcément datés, il y a Lanterns, il y a plein de trucs. Si tout ça c'est dans la même veine, ça promet quand même d'être vraiment pas mal. Ouais. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Ouais. Donc à la base, il y a les personnages développés par Jerry Siegel et Joe Shuster. Exactement. Que je me plante pas. Le film est écrit par James Gunn seul, comme l'était déjà sa version de la Suicide Squad et certains des précédents volets des Gardiens de la Galaxie, parce que je crois qu'il avait que coécrit le premier et que dès le deuxième, il était seul à l'écriture. On sent que il est seul. Et ce que je trouve bien, c'est que il s'amuse sans trop partir dans le n'importe nawak. Il a réussi à garder ses thématiques habituelles, l'irrévérence, l'immaturité. Un peu le loser magnifique aussi, parce que s'il ne pouvait pas en faire un loser magnifique Superman à cause de son iconicité et de son même s'il a un petit côté loser magnifique. Il a un loser. En fait, ce que je trouve bien, c'est que dès le début, il le pose comme étant un loser. C'est-à-dire que littéralement le film c'est quand même il s'ouvre sur il se fait éclater. Il y a 3 heures il y a 3 heures Superman essaye d'affronter le marteau de Boravi, il y a 3 minutes Superman vient de prendre sa première branlée et tu le retrouves, il atterrit littéralement en sang et tout pété de partout dans l'Arctique, enfin l'Antarctique plutôt d'ailleurs oui non ça c'est... À partir de là tu sens que l'objectif de Gunn c'est vraiment de s'amuser un petit peu de la position de Superman et aussi, et c'est important je pense, de montrer ses faiblesses, des faiblesses personnelles, des faiblesses physiques forcément, mais aussi des faiblesses dues à la posture dans laquelle il se trouve. Et ce qui est intéressant aussi, et là c'est un autre point qu'on peut aborder, c'est que James Gunn le prend en cours de route. C'est-à-dire il est quand même très jeune. Ouais, il est quand même très jeune. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne le prend pas
en nous racontant encore et toujours. C'est pas une origin story. Voilà, c'est pas une origin story. Et ça, c'est à saluer parce que vu le nombre de films qui sont sortis sur Superman, on aurait pu se dire, bah, rien ne l'empêche de recaler encore une origin story. Mais après, pourquoi pas. il a fait comme les derniers Spider-Man, quoi. Genre, on montre même plus l'origin story. Vous savez qui est l'oncle Ben. Bah là, c'est pareil. Hein. Tu sais c'est quoi Krypton. Tu sais Kal-El, tu connais. Ouais. Encore oui, voilà. Depuis le temps. Non, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il l'a pris 3 ans après le début de sa carrière super-héroïque. Donc, il est déjà au fait de ses pouvoirs. Il sait comment il fonctionne. Enfin, bref, on a un Superman, on va dire classique. N'importe quel comic book, c'est ce Superman-là en fait que tu vois. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il l'a pris quand même au début de sa carrière super-héroïque. Et du coup, il a la bonne vision morale. Donc ça reste Superman, c'est j'allais dire l'étalon, mais c'est pas comme ça qu'il faut le présenter, mais c'est le personnage iconique. Ouais, le personnage iconique, mais c'est surtout c'est un archétype de moralité solide et parfaite quasiment. Ouais. Et là, en fait, il a cette moralité, mais il a quand même et c'est un bon personnage de cinéma dans celui-là parce qu'il a quand même des faiblesses, tu vois. Genre la critique, surtout la critique de mauvaise foi, il va très mal la vivre. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est un personnage qui est quand même solide sur ses fondements moraux, qui a ses pouvoirs, donc il est fort. Mais tu peux quand même l'atteindre. Donc il reste, il y a quand même un enjeu de genre, est-ce qu'il va continuer à être le bon samaritain alors que concrètement tout le monde se retourne contre lui à la première occasion, quoi. Et on va pas spoiler, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout un travail pour compléter un peu ce que tu dis autour justement de l'idéal qu'il véhicule et de comment véhiculer cet idéal dans une position où justement il est constamment remis en question, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, que ce soit par le biais de regard du grand public de manière générale, que ce soit aussi par rapport à la position que tu as, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est la première fois qu'on voit un film Superman questionner la thématique de Superman, c'est un Américain. Dans la tête des gens, c'est un Américain. Et justement, la position dans laquelle se trouve Superman ici est très bien amenée, je trouve, par James Gunn qui vient... Même si techniquement, dans Batman Superman, c'est déjà un peu traité parce qu'il est envoyé au tribunal où on lui dit « Monsieur, vous pouvez pas... » Ouais, mais il est traité en tant qu'Américain. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le traite pas en tant qu'Américain. On dit « Tu te prends pour un être supérieur qui n'a aucune nation, qui est apatrie, mais pour autant, tu dois prendre conscience que tu représentes l'Amérique, que tu représentes un certain idéal et une certaine idéologie, entre guillemets, ou en tout cas, si ce n'est une idéologie, tu représentes une démocratie, et que si tu t'engages dans un conflit, ça engage par découlement cette démocratie dans ce conflit. Donc ça, c'est intéressant ce questionnement, parce que j'imagine qu'il est présent depuis de nombreuses années dans les comic books, mais au cinéma, c'est pas si souvent que ça qu'on le voit questionner cet élément. C'est vrai que d'ailleurs, si tu prends il s'est apparu en 38, tu prends les 70 premières, enfin peut-être 60 premières années de Superman, c'est Truth, Freedom and the American Way of Life, tu vois, genre c'est vraiment... la couverture iconique, c'est Superman avec un drapeau et un aigle. Tu vois, donc tu peux pas faire beaucoup plus américain. Et le fait de le questionner un peu, cet américanocentrisme, c'est très années 2000 en fait. C'est vrai. Peut-être même un petit peu avant aussi, mais globalement, enfin années 90, années 2000. Mais c'est surtout à partir de ce moment-là où il y a un fameux numéro, alors je crois que c'est en 2001, mais peut-être que je me trompe, où Superman il dit je ne suis pas citoyen américain, j'abandonne la citoyenneté américaine, je deviens citoyen du monde. Et ça c'est vraiment un point de vue très... Enfin c'est bien, encore une fois, c'est une bonne adaptation des comics, quoi. C'est vraiment un point de vue développé ces dernières décennies dans les comics, quoi. Mais ça, c'est ce qui fait la force, je pense, du film. Je vais me permettre une petite partie spoil. Le petit code apparaît parce qu'en fait, le film regorge de thématiques assez riches, mais je pense que c'est important aussi de préciser que ça fait partie du spoil parce que, donc, comme l'évoqué, il y a un questionnement autour de l'idéologie et de comment tu véhicules ton idéologie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment par le prisme des parents originels de Superman, donc Jor-El et sa mère, qui l'ont amené sur Terre. Sont des nazis. Oui, voilà. Sont des nazis. Jor-El, c'est un nazi, c'est plus un gentil. Mixé avec un prince arabe qui aurait rencontré un dictateur nord-coréen. Parce que l'objectif, c'est quand même de multiplier les compagnes, d'asservir les êtres humains. Il y a presque un côté grand remplacement, en fait. Ah bah c'est littéralement, d'ailleurs, le grand remplacement, c'est il dit, prends un maximum de femmes, fais un maximum d'enfants pour repopuler la Terre comme si c'était Krypton. Et tu fais attendez. T'es en train de dire que Marine Le Pen a raison. C'est super intéressant parce que cette thématique-là, on a toujours iconisé les personnages de Kal-El dans les films, en tout cas, comme étant vraiment des icônes de justice et de respect, entre guillemets, des droits fondamentaux de la galaxie. Et c'est vrai que d'un seul coup, avoir cette thématique-là au cinéma, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Et ça amène un questionnement profond sur justement l'identité de Superman qui est véhiculée tout au long de la deuxième partie du film, qui affronte un Lex Luthor qui, lui, est un espèce de mania
qui, au-delà de simplement avoir des envies de destruction de Superman, a des envies politiques, des velléités vraiment de pouvoir qui sont très intéressantes, qui font forcément écho à l'Amérique dans laquelle on est actuellement au vu de comment il dirige les médias. C'est réussi dans le film. Mais là, sur ce point-là précis, moi j'y vois des bons et des mauvais côtés. Alors après, là c'est vraiment dans l'aspect purement politique, mais je trouve que faire un film où quelqu'un te dit littéralement le grand remplacement ça existe, c'est jamais une bonne idée. Je pense sincèrement que ça va mettre des idées dans la tête des gens en leur disant... ça l'a déjà fait. Ça l'a déjà fait. Honnêtement, ça, j'étais dit, ils auraient pu au moins laisser le doute que si c'était pas un piège ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai, littéralement dire, en fait, vous voyez le mec que tout le monde dit il est gentil, en fait depuis le début c'était un piège, mais en fait c'est vraiment un truc de complotiste en fait. Ah bah complètement. Et là ça revient à dire le complot est vrai, donc je suis pas... Alors je suis pas sûr parce que je dirais derrière que ce qui fait que ça justifie ça, c'est simplement le fait qu'on choisit de croire ce qu'on veut, et même lui, le message qui est véhiculé en toute fin du film, c'est littéralement tu choisis ta famille et tu choisis ton idéal. C'est ce que je trouve assez beau d'ailleurs. C'est la deuxième thématique, et c'est pour moi ce qui fait que c'est pas totalement acheté, c'est l'inné contre l'acquis. Et le film dit, mais Superman, il n'est pas bon de manière innée. Il a acquis cette bonté en étant correctement éduqué. Mais quand même, on n'enlèvera pas de l'idée que faire un film sur le côté... En fait, Superman, il est là pour faire le grand remplacement. C'est pas incroyable comme idée, surtout aujourd'hui, en fait. C'est très actuel, mais pour le coup, le dire, et surtout le pointer comme étant... faire le choix dans ton histoire de dire, en fait, c'est pas un complot dans le film, c'est la réalité. Ouais, d'un point de vue purement politique, si on sort un peu du côté histoire, je me dis, oh là, le move, là tu vois, ça c'est pas un move d'auteur de comics. Ok. Alors, moi je t'avoue que je l'ai pas vu comme ça, parce que pour moi, vu que c'est directement contrebalancé par la présence d'un Superman qui lui n'est pas du tout dirigé par ça et qui ne se questionne pas et remet pas en question, là pour le coup, c'est vraiment entre les mains des gens qui vont vouloir entre guillemets s'accaparer le sujet et en faire des caisses. Ce que montre le film, c'est que les gens, ils font ce que leur disent les réseaux sociaux, donc des singes... des petits singes dans un espace, dans l'espace, entre l'espace, qui tapent super à chier, hashtag. Donc, en fait, moi, je trouve ça profondément déprimant comme idée dans le film, tu vois. Parce que le film te dit, cette idée, elle est vraie, vous en faites ce que vous voulez, mais après, il t'explique bien que les gens font ce que leur dit les réseaux sociaux d'en faire. Et du coup, tu fais, bon, on est foutu. Voilà, allez, bisous, Superman, merci d'être passé. Non, ça, voilà, il y a les deux côtés. Honnêtement, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais je comprends pourquoi le message inné contre acquis, il est bon. C'est juste que la manière de l'amener. En fait, si tu l'amènes comme ça, il est foutraque et bâtard, mais par contre, avec le message qui est véhiculé à la fin, il a plus de cohérence, il a plus de logique, et surtout, il trouve un objectif qui fait qu'on se dit, on reste pas sur cette note négative, mais on reste au contraire sur une note plutôt positive. Et c'est là qu'on reconnaît l'image de Superman. C'est là où on voit le côté, c'est pas les comics, c'est sériel, c'est pas feuilletonnant. Donc la différence, c'est que le feuilleton, il avance tout le temps, il est en perpétuel avancement, ou alors c'est le serial, je sais plus lequel des deux. Mais bref, il y a un des deux modèles, j'ai oublié, donc tu me diras lequel. En fait, on revient au point de départ. C'est le feuilleton, en fait, pardon, je suis débile, non, c'est le feuilleton, on revient au point de départ à chaque fois. Bref, non, c'est serial. C'est le serial. Ouais, j'aurais dit serial. Okay. Le souci, c'est que là, le point de départ, c'est que le complot, il est vrai, tu vois. Et qu'au prochain film, les gens, ils vont pas se souvenir, enfin, ils vont pas... ça va pas être pris pour acquis que ce qui est dit dans les réseaux sociaux, il faut pas en parler, tu vois, c'est pas bien, tu vois. On va revenir au point de départ après, et le point de départ, c'est Superman, il est là pour faire le grand remplacement. Et ça, pour moi, ce serait un comics, je dirais, grosse erreur. Et je pense qu'il serait pas aimé ce comics-là sur ce point-là. Maintenant, à côté, le film, il a, sur le côté comics, justement, il se rattrape tellement sur d'autres effets que je lui en veux pas outre mesure, si tu veux. Mais pour moi, ça reste un point noir du film de ce côté-là. Ok. En termes de mise en scène, ça brille. Franchement, c'est peut-être un des films Superman qui a le plus la gueule qu'avaient les films de Donner, Lester et Fury. Et en même temps, il y a une modernité qui est réellement détonnante. Les plans séquences là-dedans, quelle dinguerie. Oui, non, mais il y a un vrai travail autour du plan séquence. Il y a un travail autour de la gestion de l'action de manière globale que je trouve très réussi parce qu'il nous l'avait déjà montré dans sa Suicide Squad où je trouvais justement que les scènes d'action avaient une vraie ampleur et surtout que je pense que ce choix de format aussi, il n'est pas si anecdotique que ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement l'habitude de voir les blockbusters en scope qu'avoir d'un seul coup un blockbuster en flat, avec un format plus carré qui fait penser du coup à des formats qui sont proches de l'IMAX, ça donne une ampleur, je trouve, aux scènes d'action et au gigantisme justement que Gunn adore. Et en plus de ça, ça donne lieu à un autre point, il aime bien déformer ses personnages.
Je sais pas si tu as remarqué, mais constamment, il utilise beaucoup de courtes focales qui donnent justement une impression que les visages sont souvent beaucoup plus larges qu'ils ne le sont. Ce qui avait notamment donné lieu à ce plan dans la bande-annonce où tout le monde trouvait que le Superman avait les yeux qui partaient un petit peu à dreuses, qui n'était pas le cas, hein, je pense. Mais c'était un choix déjà évident de la part de Gunn, je pense, de vouloir placer les personnages de telle sorte à ce que lorsque tu as une scène d'action, il y a vraiment une ampleur de mouvement qui donne une impression qu'on voit le mouvement sans avoir besoin que la caméra fasse 10 km de panoramique ou suive le personnage de façon très large. Enfin... Non, je trouve qu'il y a une énergie et parfois même une joie qui se dégage. D'ailleurs, ça se voit parce que les personnages même sont écrits comme ça. Tu vois, genre Guy Gardner, quand il se bat, et il vit sa meilleure vie. Terrifique, quand il se bat, il fait le pan comme jamais, tu vois. Il fait le super-héros, mais alors too much presque, tu vois. Genre, on sent que Gunn, il a un amour pour la baston de comics. Ouais. Mais presque bien plus que... encore une fois, c'est beaucoup moins lourd que par exemple un Snyder où c'est très iconisé, ralenti. Tu peux sentir le mec qui pousse sur ses muscles pour faire un truc. J'ai tout de suite pensé à Zod qui se fait éclater la nuque. Mais là, tu sens qu'ils s'éclatent et qu'ils font des trucs de super-héros, mais on a vraiment ce côté Dieu parmi les hommes, tu vois. Oui, complètement. Bien plus, je trouve. Et c'est pleinement assumé. C'est pleinement assumé. Et c'est réussi aussi, ça, c'est un point à souligner. Même en termes de mouvement de caméra et tout, toi, tu disais tu soulignais à juste titre, tu vois, que par exemple, il ne faisait pas trop bouger la caméra quand c'était pas nécessaire, mais quand il a fait bouger, quelle réussite, quoi. Le plan, c'est à un moment, il y a Superman qui se bat, je crois, c'est à la fin, contre les... j'ai oublié le nom de ces persos, mais en gros, la garde rapprochée de Lex Luthor. Oui, tout à fait. Il y a un plan séquence, ça tourne et tout, et tu les vois tous tomber 15 fois, se reprendre des coups. Mais tu as toujours Superman au centre de l'écran qui fait les Raptors. Les Raptors, voilà. Vraiment, c'était pas mal, quoi. Ouais. Et toute la baston... D'ailleurs, c'est là où la mise en scène et l'écriture sont parfaitement alignées, et c'est magnifique. Quand Lex Luthor joue aux échecs, on va pas spoiler, on va pas re-spoiler, mais en gros, la technique de Luthor, c'est ni plus ni moins que les échecs, mais super héroïque, quoi, concrètement. Tout à fait. Et même l'acteur, il est là, genre A2, P12, et alors, tu sens qu'il s'éclate à faire ça, les acteurs. Le personnage, il est à fond dedans, et la caméra, elle suit, la baston, elle fait beaucoup de sens, quoi. Donc, il y a une vraie énergie, en fait, qui se dégage de manière globale de la manière avec laquelle Gunn choisit de construire son film, et moi, je trouve ça divertissant. Bah, je dirais pas que j'ai été complètement estomaqué, parce que pour le coup, si vous avez vu sa Suicide Squad, ou si vous avez vu dernièrement Les Gardiens de la Galaxie, il y a un petit peu les mêmes gimmicks, la même manière de concevoir sa mise en scène, de découper ses récits. Mais disons qu'ici, il arrive, je trouve, à s'inclure dans l'univers de Superman de manière intelligente, parce qu'il ne va pas dans le trop-plein de gaguesque ou de drôlerie, ce qui aurait vite pu être rébarbatif et un petit peu saoulant si jamais il n'avait pas réussi à équilibrer ça. C'est plus subtil pour le coup. C'est ça. Par exemple, disons qu'il comprend qu'il ne peut pas mettre de l'humour partout et qu'il se dit par petites touches à gauche ou à droite, il faut que ça ait de l'impact sur le spectateur et que ça ait de la cohérence par rapport à ce qui se passe, que ce soit avec Crypto, où je pense beaucoup de gens avaient une crainte sur comment l'inclure dans une mise en scène sérieuse, et pour autant ça passe très bien, et ça désamorce justement certains instants où ça devrait être trop dur pour amener quelque chose d'un petit peu plus léger, mais juste qu'il faut de légèreté pour qu'on se dise « Ah tiens, ça met une petite pause dans ce moment qui était un peu dur quand même. » Et t'as une absurdité de comics qui est pas trop soulignée, mais qui est suffisamment présente pour que tu rentres dans le délire. Je pense à Lex Luthor et ses 15 hommes de main. D'ailleurs, on sent, il y a cette idée un peu années 70-80, parce que la moitié de ces hommes de main, ils ont des coupes de cheveux ou des moustaches qui sont... honnêtement, c'est les années 70 en fait. Ils ont tous des cols roulés. Oui, mais oui, parce que c'est l'uniforme de Psychic méchant. Ça me fait rire, ils ont des cols roulés. Et ils sont tous fringués pareil, et en plus, il a besoin d'utiliser les 15 en même temps pour faire son plan, et du coup, ils sont tous en train de faire la même chose, et c'est absolument... C'est très cocasse, quoi. Et en même temps, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais le QG de Luthor, là, qui surplombe la ville, où il y a 15 gars qui doivent chacun diriger un mouvement. Le QG, oui, ça c'est incroyable. Du marteau de Boravi, enfin c'est... Moi, ce qui m'éclate aussi, c'est quand c'est pas un spoiler vraiment, mais quand la faille est au-dessus de son building, et il fait « Ah ben, on va devoir partir », mais il sort pas. C'est que le building, il s'éclate, mais en fait, il y a un morceau du building, en fait, c'est un QG volant qui va se barrer, en fait, et ça, c'est comic book années 70. C'est vraiment l'âge d'argent des comics. J'irais même plus loin que 70. Ouais. Non, 70, c'est l'âge d'argent. Non, c'est l'âge de bronze. Années 60, quoi. Années 60-70. Et t'as vraiment ce délire, c'est du comic book. On assume, mais on le souligne pas trop. Donc, du coup, t'es pas... C'est pas Batman 66, tu vois. Ouais, non. Mais il y a un peu cette petite vibe par moment, genre, c'est vraiment des goons, comment ça s'appelle,
les petits vilains, là, les sous-traitants en fait de Lex Luthor, c'est vraiment genre ses employés sont tous fringués pareil. Ils sont tous insupportables, ils ne peuvent pas s'entendre en plus. Enfin, c'est un peu les mignons, quoi, tu vois. Genre, complètement. Mais c'est des mignons. C'est des mignons qui ont une parole, mais c'est des mignons quand même. C'est littéralement mignon, ça veut dire acolyte en anglais, donc c'est littéralement des mignons. Mais il y a vraiment le côté, la bande d'acolytes un peu nuls qui suit Luthor partout, mais quand ils obéissent, ils font des trucs de ouf, quoi, tu vois. Genre, Mais même dans les designs des sidekicks, notamment le Justice Gang, moi qui me fait beaucoup rire parce qu'ils ont vraiment des designs, honnêtement, je pense que si jamais tu avais un tout petit peu de recul et que tu te mettais à la place d'un Nolan ou d'un truc comme ça, les designs de ces personnages-là, que ça soit de Guy, que ça soit de Mister Terrific ou de Girl, je suis désolé, mais leurs designs, ils sont à mourir de rire parce que... Il y en a un, il a un T énorme au milieu de la gueule, alors qu'il est méga sérieux 99% du temps. Guy, il a une coupe au bol, mon pote. Fun fact, c'est Nathan Fillon qui a imposé la coupe. Il a dit non, si je dois jouer Guy Gardner, je veux la coupe des années 80. Et en même temps, il a raison. Enfin, je veux dire, là pour le coup, le mec, il a vraiment vu juste parce que c'est vraiment l'âme de ce film Superman, c'est vraiment les comic books. Et là, on a vraiment le Guy Gardner un peu dans ses origin story dans les années 80. Et dites-vous qu'il est encore pire. Disons que Guy Gardner, c'est James Gunn, mais il y a 15 ans. Punaise, tu vois les tweets qu'il faisait, c'est largement des trucs qu'aurait pu dire Guy Gardner, tu vois. Donc voilà, il l'a même un peu assagi, mais en tout cas visuellement et autrement même dans sa manière de se battre, tu sens que c'est le rebelle. Mais t'as ça, t'as plein de trucs, honnêtement. Moi, je trouve le film a vraiment une âme, et ça, c'est à saluer parce que même si on peut lui reprocher certains trucs ou jusqu'au boutisme ou instant où on peut se dire c'est un peu too much, peut-être qu'il est allé trop loin, etc. Au moins le film, il a une âme, il a une identité qui sonne comme un peu atypique par rapport à la période dans laquelle on se trouve au niveau des super-héros. Et franchement, ça fait du bien. Et quand tu vois même la direction dans laquelle a l'air de partir Marvel dernièrement, je trouve que cette version de Superman, à l'heure actuelle, dans le contexte dans lequel on est, avec cette logique créative et cet auteur aux commandes, c'est une version qui me plaît, moi. Pas une version pour le moment sur laquelle je suis hyper enthousiaste, où je vais genre te dire « Waouh, c'est un truc de fou », mais je suis content en fait. Je me dis, cette version, James Gunn, il la porte, il l'assume, et certes, elle a des maladresses, mais au moins... elle véhicule une nouvelle idée de Superman et elle est fraîche en fait. Là où dans Les Gardiens par exemple, qu'il a fait il y a plus de 10 ans maintenant, il avait vraiment mis un peu son énergie à lui dedans, encore plus que celle des comics. C'était bien, d'ailleurs c'était rafraîchissant à l'époque, d'ailleurs pareil. Tout à fait. Là aujourd'hui, il arrive à mettre un peu sa patte dans le film. Guy Gardner pour moi c'est quasiment un self-insert de James Gunn, à 99%, voilà. Mais en même temps il a beaucoup de respect pour le personnage de Superman, pour ce qu'il est censé amener. En tout cas, moi, sa vision, elle ne détonnerait pas, à quelques exceptions près, mais elle ne détonnerait pas des comics même actuels ou même d'il y a 20 ans. Par contre, il arrive à être en dissonance avec ce qui se fait actuellement, et vu qu'actuellement Marvel n'est pas en odeur de sainteté, même si, bon, les 4 Fantastiques, on verra bien, mais même si aujourd'hui il n'est pas en odeur de sainteté, il arrive justement à arriver avec cette truc, j'ai quelque chose de nouveau, mais c'est quand même comme à la grande époque, mais des comics cette fois. Et donc ça, c'est très fort. Parce que le parti pris Marvel, c'est vraiment... c'est des films de comics, mais sans les comics presque. Et là, c'est l'inverse. Ça aurait pu être un comics avant d'être un film. Et c'est bien que ça ne le soit pas. Et effectivement. Je te propose qu'on passe au casting. Ouais, ils sont tous bien, voilà. Voilà, non mais on va avoir pas mal de choses à dire et en même temps pas tant que ça parce que c'est vrai que dans l'ensemble ils sont bons. Par qui on va commencer? Déjà on va parler d'Isabella Merced, de Nathan Fillion et de Eddie Gadegi qui sont chacun donc respectivement au Girl, Mister Terrific et Guy Gardner. Let's go. Les trois sont tous les deux très bons. Je trouve que Terrific, c'est même pas une blague, il est censé faire l'autiste. Bon bah oui voilà, il le fait bien. Et il le fait sobrement et c'est... Oui, ouais. Moi je trouve le personnage un peu insupportable, mais c'est pas ça qui me dérange. Moi personnellement, il m'a plu parce que je trouve justement que ça aurait pu être facile de tomber dans un gros cliché et au contraire, l'acteur s'est dit, je vais plus passer pour le mec un peu antipathique, un peu insupportable, mais vous allez quand même m'apprécier parce qu'il y a 2-3 moments où je vais être flamboyant et où je vais marquer. Après, ils sont passés, et c'est normal parce que Terrific c'est un peu ça dans l'âme, mais ils sont passés à ça d'en faire un Batman. Et oui, c'est vrai. Attention. C'est vrai. Fillon, énorme banger, hein. Le mec est né pour faire Guy Gardner. Mais lui, il s'amuse, c'est un truc de fou. Il faut citer quand même, moi, c'est mon coup de cœur réellement de ce film, Nicolas Hoult en Lex Luthor, qui est impérial du début à la fin. Moi, il m'a complètement scié. Je trouve qu'il s'éclate, qu'il en fait un méchant, mais plus méchante humeur. Et surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas envie de frapper frontalement un méchant. Ce que je trouve qu'il a réussi à faire, que les précédentes incarnations y arrivaient moins, c'est la mesquinerie du personnage, tu vois. Parce que même Gene Hackman, il était plus burlesque. Kevin Spacey était un peu en décalage, mais jamais réellement terrifiant. Et là, pour le coup, Nicolas Hoult, il arrive à la fois à être un peu à côté de la plaque, un peu déjanté, un peu allumé, et en même temps, tu te dis, il veut vraiment le buter. Je pense qu'il sera prêt vraiment à tout pour le tuer et pour vraiment se débarrasser de lui. Non, mais en fait, c'est vraiment
Enfin, c'est vraiment, je pense, le meilleur milliardaire qu'on a eu au cinéma, quoi. Oui, non, mais oui, clairement. Il a vraiment ce jusqu'au boutisme du mec qui n'a que ça à faire de son fric, quoi, tu vois. Et qui est absolument génial tout en étant la pire des ordures, quoi. Donc, non, vraiment, ce Lex Luthor, encore une fois, hein, vraiment, le truc qui est le plus important pour moi avec un Lex Luthor, c'est de réussir la mesquinerie. Le mec est en fait, il pourrait sauver la planète, sauver l'humanité, guérir le cancer, réduire les problèmes de pollution, tout ça. Mais non, il le fera pas parce qu'il y a Superman qui existe. Superman, il a rien fait, juste il existe et il fait sa vie de son côté. Ça emmerde suffisamment Lex Luthor pour qu'il soit le plus grand super vilain de la planète. Ouais, non, donc, et ça, cette mesquinerie là, je trouve, elle ressort bien dans le film et c'est cool. On peut citer Skyler Gisondo et Wendell Pierce dans les rôles de Jimmy Olsen et Perry White. Oui. Les deux sont bien, plus chose, secondaires, mais ils sont bien. Rachel Brosnahan en Lois Lane est vraiment excellente, j'ai trouvé très bien. Elle a une Lois Lane un peu plus décomplexée, moins engagée, entre guillemets, enfin moins archétypale, ce que j'ai plutôt bien aimé. En fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, hein, c'est un choix dans le film et c'est normal d'en faire. Mais finalement... on la voit pas tant que ça en journaliste. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle passe la moitié... Enfin, c'est là où le film, tu vois... plus une enquêtrice, en fait, que réellement une journaliste, je trouve. Ouais, puis c'est surtout qu'en fait, elle enquête pour sauver son mec. Oui, c'est ça. Elle va pas montrer une vérité aux gens. Enfin, c'est Lois Lane, mais il n'y a pas ce qui en fait Lois Lane encore. Ouais. Peut-être que ça viendra dans les prochains films, on sait pas. Et il faut parler de David Corenswet, donc dans le rôle de Clark Kent, a.k.a. Superman, a.k.a. Kal-El. Qui est bizarro techniquement aussi, mais... Oui, mais il passe super bien. Moi, j'ai bien aimé sa prestation. Alors, je la garderai moins pour le moment en tête que je peux l'avoir sur les autres. Notamment, je trouve que... film aussi, ouais, c'est ça, parce que honnêtement, Christopher Reeves reste non, mais c'est le premier, ça reste le GOAT. Henry Cavill a assez marqué les esprits avec quelques films. Brandon Routh, contrairement à ce que plein de gens disent, moi personnellement, je l'aime bien en Superman. Brandon Routh, c'était un hommage à Reeves. Oui, donc il passait vraiment comme une continuité. Et je pense que les gens le voient plus comme un tampon de Christopher Reeves que comme réellement un Superman. Pour autant, je le trouvais très charismatique et très efficace à l'époque. Je préfère Batman Returns à Man of Steel, donc... Ravi. Merci beaucoup de me soutenir là-dedans. I see you're a man of culture. Ouais, non, mais oui. Ouais, non. Mais après, c'est son premier film. C'est ça. Et pour le coup, en sachant qu'il n'a pas d'origin story pour vraiment placer le perso et qu'on est vraiment sur prends ton Superman, point. Je trouve qu'il arrive. Ton aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il arrive quand même bien à le faire décoller. Il y a quand même quelques moments où il est vraiment très charismatique. Il y a quelques scènes iconiques, même dans les scènes où il est entre guillemets pas mis en valeur. Genre la première scène où il est dans la neige éclaté par terre, ça pourrait être une page de comics vraiment belle, tu vois, genre, il a quand même, il habite quand même plutôt pas mal le personnage, quoi. Clairement, clairement. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de ce Superman version 2025 ? Bah, à une ou deux anicroches près, c'était quand même vraiment très bien. Honnêtement, moi j'aime bien, enfin, je sors du film, donc forcément je pense à la suite. C'est ce que Marvel nous a habitués à faire pendant 15 ans. Bien sûr. Mais globalement, moi maintenant j'attends la suite. Je me demande qu'est-ce qu'on va voir, donc apparemment c'est pas tout de suite. Mais ça va être bien, je pense. En vrai, il y a une bonne âme, une âme bon enfant, tu vois, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, encore une fois, hein, je pense qu'il a fait une erreur au milieu, mais il y a une âme bon enfant. C'est très comic book, c'est très soigné visuellement. Il y a un amour pour les personnages qui est foisonnant, quoi, tu vois, genre, et tous, hein, pas seulement, c'est pas genre juste il aime Superman, et limite j'ai l'impression que c'est pas son favori dans le lot, je crois, tu vois, ça se sent que Guy Gardner il l'aime encore plus. Et oui, non mais ça se sent par moments que ce qui l'intéresse c'est presque plus les personnages annexes que réellement le Superman en lui-même, parce qu'il sait très bien qu'avec Superman il peut pas non plus faire n'importe quoi et partir trop loin. Mais non, mais c'était... il arrive quand même à donner un peu parfois de l'enjeu, ou au moins de la lourdeur au film, tu vois, genre... il y a une scène tout particulière, c'est peut-être la seule scène qui a des conséquences dans le film. Voilà, quoi. C'était un peu grand guignol et en même temps tu fais waouh, c'est pas si attendu que ça, ouais. Et pour le coup ça fonctionne. Mais du coup voilà, t'as le choc. Là où dans Man of Steel, limite tu t'oublies qu'il a buté Zod, quoi, tu vois, parce qu'en fait il avait pas le choix, machin, puis t'as vu tellement de morts pendant tout le film que voilà. Là t'en as une et tu fais oh, ah oui d'accord, on se rigole pas, quand il faut, quoi, tu vois, donc c'est un univers qui est quand même à ça de la catastrophe tout le temps, et ça c'est vraiment le monde des comics. Donc le fait de réussir à le faire sentir un petit peu dans le film sans que ce soit absurde, c'était quand même pas mal fort aussi. Non, je trouve qu'il y a une bonne alchimie, il se débrouille bien. À voir pour la suite, mais moi j'ai bon espoir. Ouais.
Bah, je vais te soutenir, j'ai passé un vraiment bon moment, c'est un divertissement qui fonctionne bien. C'est pas plus, hein. Faut pas non plus imaginer que le long métrage va aller beaucoup plus loin ou qu'il va avoir des thématiques plus poussées. Il arrive à être juste politique comme il faut, quitte à se casser un peu les dents par moment. Il arrive à avoir de l'émotion sans forcément que ça soit non plus trop dans le pathos. Il sait comment placer ses personnages sans avoir besoin de nous refaire une origin story. Il arrive à être divertissant et efficace sans avoir besoin d'être trop grand guignolesque, mais en étant comic book. C'est un bon Superman. Je rajouterais quand même un point, voire un point et demi. Il arrive fini au cinéma. Et ça, Marvel ne nous y habitue plus depuis quelques années. Les CGI sont faits après pour les Blu-ray ou pour Disney+. Et le film, quand il arrive au cinéma, il y a des CGI un peu dégueulasses encore dedans. Là, il est bien fini. L'IMAX est vraiment propre. Et je vous le dirai pas souvent ça, mais c'est un film, ça vaut le coup d'aller le voir en IMAX. Pour les mouvements de caméra, pour la profondeur de champ, c'est... Ouais, là, la 3D que vous avez dans le film, elle fait sens, en fait. Donc, si vous hésitiez avec l'IMAX, je pense que ça vaut le coup, personnellement. Si vous hésitiez tout simplement à aller le voir au cinéma parce que vous avez entendu des avis un petit peu polarisés. Non, je pense que ça vaut le coup, là, largement, de se déplacer. En tout cas, pour le spectacle, si on oublie un peu tout le reste, même, pour le spectacle, ça vaut le coup, je trouve. Il y a un vrai travail visuel qui est assez intéressant, de mouvement et tout, pour que et pourtant, moi, je suis pas le premier à dire aux gens claquez votre blé n'importe comment. Mais vraiment, là, l'IMAX, je pense que c'est une bonne expérience. Ouais, le Superman de James Gunn, faut le voir au cinéma. Allez le voir au cinéma. Même si derrière vous serez un petit peu divisé et que vous vous poserez des questions, il faut aller le voir quand même au cinéma, je pense. Ça restera un bon moment. Ouais, clairement. Ouais. Merci mon cher FX. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais j'espère que ce sera vite. Ben, j'espère aussi. Ben oui, bien sûr. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. J'aurais dû faire la blague, c'est Jimmy Olsen qui m'a envoyé un SMS. T'aurais pu.